à côté de vos chers camarades des tranchées. Votre place sacrée, pour la défense de notre sol chéri. Vive la France. En avant. Il savait parler aux soldats. Nous étions chacun au pied de notre lit, dans la position du garde à vous, l'écoutant. Derrière lui, une brune du groupe de ces jolies infirmières dominait mal l'émotion qui l'étreignait, et que quelques larmes rendirent visibles. Les autres infirmières, ses compagnes, s'empressèrent aussitôt. « Chérie, chérie, je vous assure, il reviendra, voyons. » C'était une de ses cousines, la blonde un peu boulotte, qui la consolait le mieux. En passant près de nous, la soutenant dans ses bras, elle me confia à la boulotte qu'elle défaillait ainsi, la cousine jolie, à cause du départ récent d'un fiancé mobilisé dans la marine. Le maître ardent, déconcerté, s'efforçait d'atténuer le bel et tragique émoi propagé par sa brève et vibrante allocution. Il en demeurait tout confus et peiné devant elle. Réveil d'une trop douloureuse inquiétude dans un cœur d'élite, évidemment pathétique, tout sensibilité et tendresse. « Si nous avions su, maître, » chuchotait encore la blonde cousine, « nous vous aurions prévenu. Il s'aime si tendrement, si vous saviez. » Le groupe des infirmières et le maître lui-même disparurent, parlotant toujours et bruissant à travers le couloir. On ne s'occupait plus de nous. J'essayais de me rappeler et de comprendre le sens de cette allocution qu'il venait de prononcer, l'homme aux yeux splendides, mais loin, moi, de m'attrister, elles me parurent, en y réfléchissant, ces paroles extraordinairement bien faites pour me dégoûter de mourir. C'était aussi l'avis des autres camarades, mais ils n'y trouvaient pas au surplus, comme moi, une façon de défier d'insultes. Eux ne cherchaient guère à comprendre ce qui se passait autour de nous dans la vie. Ils discernaient seulement, et encore à peine, que le délire ordinaire du monde s'était accru depuis quelques mois, dans de telles proportions qu'on ne pouvait décidément plus appuyer son existence sur rien de stable. Ici, à l'hôpital, tout comme dans la nuit des Flandres, la mort nous tracassait. Seulement ici, elle nous menaçait de plus loin. La mort irrévocable, tout comme là-bas, c'est vrai, une fois lancée sur votre tremblante carcasse par les soins de l'administration. Ici, on ne nous engueulait pas, certes. On nous parlait même avec douceur. On nous parlait tout le temps d'autre chose que de la mort. Mais notre condamnation figurait toutefois, bien nette, au coin de chaque papier qu'on nous demandait de signer, dans chaque précaution qu'on prenait à notre égard. Médaille, bracelet, la moindre permission, n'importe quel conseil. On se sentait compté, guetté, numéroté dans la grande réserve des partants de demain. Alors forcément, tout ce monde civil et sanitaire ambiant avait l'air plus léger que nous, par comparaison. Les infirmières, ces garces, ne le partageaient pas, elles, notre destin. Elles ne pensaient par contraste qu'à vivre longtemps, et plus longtemps encore, et à s'aimer, c'était clair, à se promener et à 1000 et 10 000 fois faire et refaire l'amour. Chacune de ces angéliques tenait à son petit plan dans le périnée, comme les forçats pour plus tard, le petit plan d'amour, quand nous serions, nous, crevés, dans une boue quelconque, et Dieu sait comment. Elles vous auraient alors des soupirs remémoratifs, spéciaux de tendresse qui les rendraient plus attrayantes encore. Elles évoqueraient en silence ému les tragiques temps de la guerre, les revenants. Vous souvenez-vous du petit Bardamu, dirait-elle à l'heure crépusculaire en pensant à moi, celui qu'on avait tant de mal à empêcher de tousser? Il en avait un mauvais moral, celui-là, le pauvre petit. Qu'a-t-il pu devenir? Quelques regrets poétiques, placés à propos, sied à une femme, aussi bien que certains cheveux vaporeux sous les rayons de la lune. À l'abri de chacun de leurs mots et de leurs sollicitudes, il fallait dès maintenant comprendre « Tu vas crever, gentil militaire, tu vas crever, c'est la guerre, chacun sa vie, chacun son rôle, chacun sa mort. Nous avons l'air de partager ta détresse, mais on ne partage la mort de personne. Tout doit être aux âmes et aux corps bien portants, façon de distraction, et rien de plus et rien de moins. Et nous sommes, nous, des solides jeunes filles, belles, considérées, saines et bien élevées. Pour nous, tout devient biologie automatique, joyeux spectacle et se convertit en joie. Ainsi l'exige notre santé. Et les vilaines licences du chagrin nous sont impossibles. Il nous faut des excitants à nous, rien que des excitants. Vous serez vite oublié, petit soldat. Soyez gentil, crevez bien vite, et que la guerre finisse, et qu'on puisse se marier avec un de vos aimables officiers. Un brun surtout. Vive la patrie dont parle toujours papa. Comme l'amour doit être bon quand il revient de la guerre,
Il sera décoré, notre petit mari. Il sera distingué. Vous pourrez cirer ses jolies bottes le beau jour de notre mariage, si vous existez encore à ce moment-là, petit soldat. Ne serez-vous pas alors heureux de notre bonheur, petit soldat? Chaque matin, nous le revîmes, et le revîmes encore, le médecin-chef, suivi de ses infirmières. C'était un savant, apprîmes-nous. Autour de nos salles réservées venaient trotter les vieillards de l'hospice d'à côté, en bons inutiles et disjoints. Ils s'en allaient crachoter leurs cancans avec leurs caries d'une salle à l'autre, porteurs de petits bouts de ragots et médisances éculées. Ici, cloîtrés dans leur misère officielle, comme au fond d'un enclos baveux, les vieux travailleurs broutaient toute la fiente qui dépose autour des âmes, à l'issue des longues années de servitude. Haines impuissantes, rancies dans l'oisiveté pisseuse des salles communes. Ils ne se servaient de leurs ultimes et chevrotantes énergies que pour se nuire encore un petit peu et se détruire dans ce qu'il leur restait de plaisir et de souffle. Suprême plaisir. Dans leur carcasse racornie, il ne subsistait plus un seul atome qui ne fût strictement méchant. Dès qu'il fut entendu que nous partagerions, soldats, les commodités relatives du bastion avec ces vieillards, ils se mirent à nous détester à l'unisson. Non sans venir toutefois en même temps mendier et sans répit nos résidus de tabac à la traîne, le long des croisées, et les bouts de pain rassis tombés dessous les bancs. Leurs faces parcheminées s'écrasaient à l'heure des repas contre les vitres de notre réfectoire. Ils passaient entre les plis chassieux de leur nez des petits regards de vieux rats convoiteux. L'un de ces infirmes paraissait plus astucieux et coquin que les autres. Il venait nous chanter des chansonnettes de son temps, pour nous distraire. Le père Birouette, qu'on l'appelait. Il voulait bien faire tout ce qu'on voulait, pourvu qu'on lui donnât du tabac. Tout ce qu'on voulait, sauf passer devant la morgue du bastion, qui d'ailleurs ne chômait guère. L'une des blagues consistait à l'emmener de ce côté-là, soi-disant en promenade. « Tu veux pas entrer ?» qu'on lui demandait, quand on était en plein devant la porte. Il se sauvait alors, bien râleux, mais si vite et si loin qu'on ne le voyait plus de 2 jours au moins, le père Birouette. Il avait entrevu la mort. Notre médecin-chef aux beaux yeux, le professeur Bétombe, avait fait installer, pour nous redonner de l'âme, tout un appareillage très compliqué d'engins électriques étincelants, dont nous subissions les décharges périodiques, effluves qu'il prétendait toniques et qu'il fallait accepter sous peine d'expulsion. Il était fort riche, semblait-il, Bétombe. Il fallait l'être pour acheter tout ce coûteux bazar électrocuteur. Son beau-père, grand politique, ayant puissamment tripoté au cours d'achats gouvernementaux de terrain, lui permettait ses largesses. Il fallait en profiter. Tout s'arrange. Crimes et châtiments. Tel qu'il était, nous ne le détestions pas. Il examinait notre système nerveux avec un soin extraordinaire et nous interrogeait sur le ton d'une courtoise familiarité. Cette bonhomie soigneusement mise au point divertissait délicieusement les infirmières, toutes distinguées de son service. Elles attendaient chaque matin, ces mignonnes, le moment de se réjouir des manifestations de sa haute gentillesse. C'était du nanan. Nous jouions tous en somme dans une pièce où il avait choisi, lui, Bétombe, le rôle du savant bienfaisant et profondément, aimablement humain. Le tout était de s'entendre. Dans ce nouvel hôpital, je faisais chambre commune avec le sergent Branledor, rengagé. C'était un ancien convive des hôpitaux, lui, Branledor. Il avait traîné son intestin perforé depuis des mois, dans 4 différents services. Il avait appris au cours de ses séjours à attirer et puis à retenir la sympathie active des infirmières. Il rendait, urinait et coliquait du sang assez souvent, Branledor. Il avait aussi bien du mal à respirer, mais cela n'aurait pas entièrement suffi à lui concilier les bonnes grâces toutes spéciales du personnel traitant, qui en voyait bien d'autres. Alors, entre 2 étouffements, s'il y avait un médecin ou une infirmière à passer par là, « Victoire! Victoire! Nous aurons la victoire !» criait Branledor, ou le murmurait du bout de la totalité de ses poumons, selon les cas. Ainsi rendu conforme à l'ardente littérature agressive, par un effet d'opportune mise en scène, il jouissait de la plus haute cote morale. Il le possédait, le truc, lui. Comme le théâtre était partout, il fallait jouer, et il avait bien raison, Branledor. Rien aussi n'a l'air plus idiot et n'irrite davantage, c'est vrai, qu'un spectateur inerte monté par hasard sur les planches. Quand on est là-dessus, n'est-ce pas? Il faut prendre le ton, s'animer, jouer, se décider ou bien disparaître.
Les femmes surtout demandaient du spectacle, et elles étaient impitoyables, les garces, pour les amateurs déconcertés. La guerre, sans conteste, porte aux ovaires. Elles en exigeaient des héros, et ceux qui n'étaient pas du tout devaient se présenter comme tels, ou bien s'apprêter à subir le plus ignominieux des destins. Après 8 jours passés dans ce nouveau service, nous avions compris l'urgence d'avoir à changer de dégaine, et, grâce à Branle-d'Or, dans le civil placier en dentelle, ces mêmes hommes apeurés et recherchant l'ombre, possédés par des souvenirs honteux d'abattoirs que nous étions en arrivant, se muèrent en une satanée bande de gaillards, tous résolus à la victoire, et je vous le garantis, armés d'abattage et de formidables propos. Un dru langage était devenu en effet le nôtre, et si salé que ces dames en rougissaient parfois. Elles ne s'en plaignaient jamais cependant, parce qu'il est bien entendu qu'un soldat est aussi brave qu'insouciant, et grossier plus souvent qu'à son tour, et que plus il est grossier, et que plus il est brave. Au début, tout en copiant Branle-d'Or de notre mieux, nos petites allures patriotiques n'étaient pas encore tout à fait au point, pas très convaincantes. Il fallut une bonne semaine, et même 2 de répétitions intensives, pour nous placer absolument dans le ton, le bon. Dès que notre médecin, professeur agrégé Bétombe, eut noté, ce savant, la brillante amélioration de nos qualités morales, il résolut, à titre d'encouragement, de nous autoriser quelques visites, à commencer par celle de nos parents. Certains soldats bien doués, à ce que j'avais entendu conter, éprouvaient quand ils se mêlaient au combat une sorte de griserie, et même une vive volupté. Dès que pour ma part j'essayais d'imaginer une volupté de cet ordre bien spécial, je m'en rendais malade pendant 8 jours au moins. Je me sentais si incapable de tuer quelqu'un, qu'il valait décidément mieux que j'y renonce, et que j'en finisse tout de suite. Non que l'expérience m'eût manqué, on avait même fait tout pour me donner le goût, mais le don me faisait défaut. Il m'aurait fallu peut-être une plus lente initiation. Je résolus certains jours de faire part au professeur Bétombe des difficultés que j'éprouvais, corps et âme, à être aussi brave que je l'aurais voulu, et que les circonstances, sublimes certes, l'exigeaient. Je redoutais un peu qu'il se prît à me considérer comme un effronté, un bavard impertinent, mais point du tout, au contraire. Le maître se déclara tout à fait heureux que dans cet accès de franchise, je vienne m'ouvrir à lui du trouble d'âme que je ressentais. « Vous allez mieux, Bardamu, mon ami. Vous allez mieux, tout simplement. » Voici ce qu'il concluait. « Cette confidence que vous venez me faire, absolument spontanément, je la considère, Bardamu, comme l'indice très encourageant d'une amélioration notable de votre état mental. Vaudesquin d'ailleurs, cet observateur modeste, mais combien sagace, des défaillances morales chez les soldats de l'Empire, avait résumé dès 1802 des observations de ce genre dans un mémoire à présent classique, bien qu'injustement négligé par nos étudiants actuels, où il notait, dis-je, avec beaucoup de justesse et de précision, des crises dites d'aveu qui surviennent, signe entre tous excellent, chez le convalescent moral. Notre grand Dupré, près d'un siècle plus tard, sut établir à propos du même symptôme sa nomenclature désormais célèbre, où cette crise identique figure sous le titre de crise du rassemblement des souvenirs. Crise qui doit, selon le même auteur, précéder de peu, lorsque la cure est bien conduite, la débâcle massive des idéations anxieuses et la libération définitive du champ de la conscience, phénomène second en somme dans le cours du rétablissement psychique. Dupré donne d'autre part dans sa terminologie si imagée et dont il avait l'apanage, le nom de diarrhée cogitive de libération à cette crise qui s'accompagne chez le sujet d'une sensation d'euphorie très active, d'une reprise très marquée de l'activité de relation, reprise entre autres très notable du sommeil, qu'on voit se prolonger soudain pendant des journées entières. Enfin, autre stade, suractivité très marquée des fonctions génitales, à tel point qu'il n'est pas rare d'observer chez les mêmes malades auparavant frigides de véritables fringales érotiques. D'où cette formule, le malade n'entre pas dans la guérison, il s'y rue. Tel est le terme magnifiquement descriptif, n'est-ce pas, de ces triomphes récupératifs par lequel un autre de nos grands psychiatres français du siècle dernier, Philibert Margeton, caractérisait la reprise véritablement triomphale de toutes les activités normales chez un sujet convalescent de la maladie de la peur. Pour ce qui vous concerne, Bardamu, je vous considère donc, et dès à présent, comme un véritable convalescent. Vous intéressera-t-il, Bardamu,
puisque nous en sommes à cette satisfaisante conclusion de savoir que demain, précisément, je présente à la Société de psychologie militaire un mémoire sur les qualités fondamentales de l'esprit humain. Ce mémoire est de qualité, je crois. Certes, maître, ces questions me passionnent. Eh bien, sachez, en résumé, Bardamu, que j'y défends cette thèse, qu'avant la guerre, l'homme restait pour le psychiatre un inconnu clos et les ressources de son esprit une énigme. C'est bien aussi mon très modeste avis, maître. La guerre, voyez-vous, Bardamu, par les moyens incomparables qu'elle nous donne, pour éprouver les systèmes nerveux, agit à la manière d'un formidable révélateur de l'esprit humain. Nous en avons pour des siècles à nous pencher, méditatifs, sur ces révélations pathologiques récentes, des siècles d'études passionnées. Avouons-le franchement. Nous ne faisions que soupçonner jusqu'ici les richesses émotives et spirituelles de l'homme, mais à présent, grâce à la guerre, c'est fait. Nous pénétrons par suite d'une effraction douloureuse, certes, mais pour la science décisive et providentielle, dans leur intimité. Dès les premières révélations, le devoir du psychologue et du moraliste moderne ne fit pour moi, Bétombe, plus aucun doute. Une réforme totale de nos conceptions psychologiques s'imposait. C'était bien mon avis aussi, à moi, Bardamu. Je crois, en effet, maître, qu'on ferait bien... Ah! Vous le pensez aussi, Bardamu. Je ne vous le fais pas dire. Chez l'homme, voyez-vous, le bon et le mauvais s'équilibrent. Égoïsme d'une part, altruisme de l'autre. Chez les sujets d'élite, plus d'altruisme que d'égoïsme. Est-ce exact? Est-ce bien cela? C'est exact, maître, c'est cela même. Et chez le sujet d'élite, quelle peut être, je vous le demande, Bardamu, la plus haute entité connue qui puisse exciter son altruisme et l'obliger à se manifester incontestablement cet altruisme? Le patriotisme, maître. Ah! Voyez-vous? Je ne vous le fais pas dire. Vous me comprenez tout à fait bien, Bardamu. Le patriotisme et son corollaire, la gloire, tout simplement, sa preuve. C'est vrai. Nos petits soldats, remarquez-le, et dès les premières épreuves du feu, ont su se libérer spontanément de tous les sophismes et concepts accessoires, et particulièrement des sophismes de la conversation. Ils sont allés d'instinct et d'emblée se fondre avec notre véritable raison d'être, notre patrie. Pour accéder à cette vérité, non seulement l'intelligence est superflue, Bardamu, mais elle gêne. C'est une vérité du cœur, la patrie. Comme toutes les vérités essentielles, le peuple ne s'y trompe pas. Là, précisément, où le mauvais savant s'égare, cela est beau, maître, trop beau, c'est de l'antique. Il me serra les deux mains presque affectueusement, Bétombe. D'une voix devenue paternelle, il voulut bien ajouter encore à mon profit. C'est ainsi que j'entends traiter mes malades, Bardamu, par l'électricité pour le corps et pour l'esprit, par de vigoureuses doses d'éthique patriotique, par les véritables injections de la morale reconstituante. Je vous comprends, maître. Je comprenais en effet de mieux en mieux. En le quittant, je me rendis sans tarder à la messe, avec mes compagnons reconstitués dans la chapelle battant neuf. J'aperçus Branle-d'Or, qui manifestait de son haut moral derrière la grande porte, où il donnait justement des leçons d'entrain à la petite fille de la concierge. J'allais de suite y rejoindre, comme il m'y conviait. L'après-midi, des parents vinrent de Paris pour la première fois depuis que nous étions là, et puis ensuite chaque semaine. J'avais écrit enfin à ma mère. Elle était heureuse de me retrouver, ma mère, et pleurnichait comme une chienne à laquelle on a rendu enfin son petit. Elle croyait aussi sans doute m'aider beaucoup en m'embrassant, mais elle demeurait cependant inférieure à la chienne, parce qu'elle croyait aux mots, elle, qu'on lui disait pour m'enlever. La chienne, au moins, ne croit que ce qu'elle sent. Avec ma mère, nous fîmes un grand tour dans les rues proches de l'hôpital, une après-midi, à marcher en traînant dans les ébauches des rues qu'il y a par là, des rues aux lampadaires pas encore peints, entre les longues façades suintantes, aux fenêtres bariolées des 100 petits chiffons pendants, les chemises des pauvres, à entendre le petit bruit du graillon qui crépite à midi, orage des mauvaises graisses. Dans le grand abandon mou qui entoure la ville, là où le mensonge de son luxe vient suinter et finir en pourriture, la ville montre à qui veut le voir son grand derrière en boîte à ordures. Il y a des usines qu'on évite en promenant, qui sentent toutes les odeurs, les unes à peine croyables, et où l'air d'alentour se refuse à puer davantage. Tout près, moisit la petite fête foraine,
entre deux hautes cheminées inégales. Ces chevaux de bois dépeints sont trop coûteux pour ceux qui les désirent. Pendant des semaines entières souvent, petits morveux rachitiques, attirés, repoussés et retenus à la fois, tous les doigts dans le nez, par leur abandon, la pauvreté et la musique. Tout se passe en effort pour éloigner la vérité de ces lieux qui revient pleurer sans cesse sur tout le monde. On a beau faire, on a beau boire, et du rouge encore, épais comme de l'encre. Le ciel reste ce qu'il est là-bas, bien refermé dessus, comme une grande mare pour les fumées de la banlieue. Par terre, la boue vous tire sur la fatigue, et les côtés de l'existence sont fermés aussi, bien clos par des hôtels et des usines encore. C'est déjà des cercueils, les murs de ce côté-là. Lola, bien parti, Musine aussi, je n'avais plus personne. C'est pour ça que j'avais fini par écrire à ma mère. Question de voir quelqu'un. À 20 ans, je n'avais déjà plus que du passé. Nous parcourûmes ensemble avec ma mère des rues et des rues du dimanche. Elle me racontait les choses menues de son commerce, ce qu'on disait autour d'elle de la guerre en ville, que c'était triste la guerre, épouvantable même, mais qu'avec beaucoup de courage, nous finirions tous par en sortir. Les tuer, pour elle, c'était rien que des accidents, comme aux courses. Ils n'ont qu'à bien se tenir, on ne tombait pas. En ce qui la concernait, elle n'y découvrait dans la guerre qu'un grand chagrin nouveau, qu'elle essayait de ne pas trop remuer. Il lui faisait comme peur, ce chagrin. Il était comblé de choses redoutables qu'elle ne comprenait pas. Elle croyait au fond que les petites gens de sa sorte étaient faits pour souffrir de tout, que c'était leur rôle sur la terre, et que si les choses allaient récemment aussi mal, ça devait tenir encore en grande partie à ce qu'ils avaient commis bien des fautes accumulées, les petites gens. Ils avaient dû faire des sottises, sans s'en rendre compte, bien sûr, mais tout de même, ils étaient coupables. Et c'était déjà bien gentil qu'on leur donne ainsi, en souffrant, l'occasion d'expier leurs indignités. C'était une intouchable, ma mère. Cet optimisme résigné et tragique lui servait de foi, et formait le fond de sa nature. Nous suivions tous les deux les rues à lotir, sous la pluie. Les trottoirs par là enfoncent et se dérobent. Les petits frênes en bordure gardent longtemps leurs gouttes aux branches, en hiver, tremblantes dans le vent. Minces féeries. Le chemin de l'hôpital passait devant de nombreux hôtels récents. Certains avaient des noms, d'autres n'avaient même pas pris ce mal. À la semaine qu'ils étaient, tout simplement. La guerre les avait vidés brutalement de leur contenu de tâcherons et d'ouvriers. Ils n'y rentreraient même plus pour mourir, les locataires. C'est un travail aussi, ça, à mourir. Mais ils s'en acquitteraient dehors. Ma mère me reconduisait à l'hôpital en pleurnichant. Elle acceptait l'accident de ma mort. Non seulement elle consentait, mais elle se demandait si j'avais autant de résignation qu'elle-même. Elle croyait à la fatalité autant qu'au beau maître des arts et métiers, dont elle m'avait toujours parlé avec respect. Parce qu'elle avait appris, étant jeune, que celui dont elle se servait dans son commerce de mercerie était la copie scrupuleuse de ce superbe étalon officiel. Entre les lotissements de cette campagne déchue existaient encore quelques champs et cultures de ci de là, et même accrochés à ces bribes quelques vieux paysans coincés entre les maisons nouvelles. Quand il nous restait du temps avant la rentrée du soir, nous allions les regarder avec ma mère, ces drôles de paysans, s'acharner à fouiller avec du fer cette chose molle et grenue qu'est la terre, où on met à pourrir les morts, et d'où vient le pain quand même. Ça doit être bien dur, la terre, qu'elle remarquait chaque fois en les regardant, ma mère, bien perplexe. Elle ne connaissait en fait de misère que celle qui ressemblait à la sienne, celle des villes. Elle essayait de s'imaginer ce que pouvait être celle de la campagne. C'est la seule curiosité que je lui ai jamais connue, à ma mère, et ça lui suffisait comme distraction pour un dimanche. Elle rentrait avec ça en ville. Je ne recevais plus du tout de nouvelles de Lola, ni de Musine non plus. Elle demeurait décidément les garces du bon côté de la situation, où régnait une consigne souriante, mais implacable d'élimination envers nous autres, nous, les viandes destinées au sacrifice. À 2 reprises ainsi, on m'avait déjà reconduit vers les endroits où se parquent les otages. Question de temps et d'attente seulement. Les jeux étaient faits. Branle-d'Or, mon voisin d'hôpital, le sergent, jouissait, je l'ai raconté, d'une persistante popularité parmi les infirmières. Il était recouvert de pansements et ruisselait d'optimisme. Tout le monde à l'hôpital l'enviait et copiait ses manières. Devenu présentable et pas dégoûtant du tout, moralement,
Nous nous mîmes à notre tour à recevoir les visites de gens bien placés dans le monde et haut situés dans l'administration parisienne. On se le répéta dans les salons, que le centre neuromédical du professeur Bettombe devenait le véritable lieu de l'intense ferveur patriotique, le foyer, pour ainsi dire. Nous eûmes désormais à nos jours non seulement des évêques, mais une duchesse italienne, un grand munitionnaire, et bientôt l'opéra lui-même, et les pensionnaires du théâtre français. On venait nous admirer sur place. Une belle subventionnée de la comédie, qui récitait les vers comme pas une, revint même à mon chevet, pour m'en déclamer de particulièrement héroïques. Sa rousse et perverse chevelure, la peau hâlante avec, était parcourue pendant ce temps-là d'ondes étonnantes qui m'arrivaient droit par vibration jusqu'au périnée. Comme elle m'interrogeait, cette divine, sur mes actions de guerre, je lui donnais tant de détails, et des si excités, et des si poignants, qu'elle ne me quitta désormais plus des yeux. Émue durablement, elle manda licence de faire frapper en vers, par un poète de ses admirateurs, les plus intenses passages de mes récits. J'y consentis d'emblée. Le professeur Bettombe, mis au courant de ce projet, s'y déclara particulièrement favorable. Il donna même une interview à cette occasion, et le même jour aux envoyés d'un grand illustré national, qui nous photographia tous ensemble, sur le perron de l'hôpital, aux côtés de la belle sociétaire. C'est le plus haut devoir des poètes, pendant les heures tragiques que nous traversons, déclara le professeur Bettombe, qui n'en ratait pas une, de nous redonner le goût de l'épopée. Les temps ne sont plus aux petites combinaisons mesquines. Sus aux littératures racornies, une âme nouvelle nous est éclose au milieu du grand et noble fracas des batailles. L'essor du grand renouveau patriotique l'exige désormais, les hautes cimes promises à notre gloire. Nous exigeons le souffle grandiose du poème épique. Pour ma part, je déclare admirable que dans cet hôpital que je dirige, il vienne à se former sous nos yeux, inoubliablement, une de ces sublimes collaborations créatrices entre le poète et l'un de nos héros. Branle-d'Or, mon compagnon de chambre, dont l'imagination avait un peu de retard sur la mienne, dans la circonstance, et qui ne figurait pas non plus sur la photo, en conçut une vive et tenace jalousie. Il se mit dès lors à me disputer sauvagement la palme de l'héroïsme. Il inventait de nouvelles histoires, il se surpassait, on ne pouvait plus l'arrêter. Ses exploits tenaient du délire. Il m'était difficile de trouver plus fort, d'ajouter quelque chose encore à de telles outrances. Et cependant, personne à l'hôpital ne se résignait. C'était à qui parmi nous, saisi d'émulation, inventerait à qui mieux d'autres belles pages guerrières, où figurait sublimement. Nous vivions un grand roman de gestes, dans la peau de personnages fantastiques, au fond desquels, dérisoires, nous tremblions de tout le contenu de nos viandes et de nos âmes. On en aurait bavé si on nous avait surpris au vrai. La guerre était mûre. Notre grand Bettombe recevait encore les visites de nombreux notables étrangers, messieurs scientifiques, neutres, sceptiques et curieux. Les inspecteurs généraux du ministère passaient, sabrés et pimpants, à travers nos salles, leur vie militaire prolongée à cela, rajeunie donc, c'est-à-dire, et gonflés d'indemnités nouvelles. Aussi n'étaient-ils point chiches de distinction et d'éloges, les inspecteurs. Tout allait bien. Bettombe et ses blessés superbes devinrent l'honneur du service de santé. Ma belle protectrice du français revint elle-même bientôt une fois encore pour me rendre visite, en particulier, cependant que son poète familier achevait, rimé, le récit de mes exploits. Ce jeune homme, je le rencontrai finalement, pâle, anxieux, quelque part au détour d'un couloir. La fragilité des fibres de son cœur, me confia-t-il, de la vie même des médecins tenait du miracle. Aussi le retenaient-ils, ces médecins soucieux des êtres fragiles, loin des armées. En compensation, il avait entrepris, ce petit barde, au péril de sa santé même, et de toutes ses suprêmes forces spirituelles, de forger, pour nous, l'airain moral de notre victoire. Un bel outil par conséquent, en vers inoubliables, bien entendu, comme tout le reste. Je n'allais pas m'en plaindre, puisqu'il m'avait choisi entre tant d'autres braves indéniables, pour être son héros. Je fus d'ailleurs, avouons-le, royalement servi. Ce fut magnifique, à vrai dire. L'événement du récital eut lieu à la Comédie Française même, au cours d'une après-midi, dite poétique. Tout l'hôpital fut invité. Lorsque sur la scène apparut ma rousse, frémissante récitante, le geste grandiose, la taille longuement moulée dans les plis devenus enfin voluptueux du tricolore, ce fut le signal dans la salle entière, debout, désireuse d'une de ces ovations qui n'en finissent plus. J'étais préparé, certes, mais mon étonnement fut réel néanmoins. Je ne pus celer ma stupéfaction à mes voisins,
en l'entendant vibrer, exhorter de la sorte. Cette superbe amie, gémir même, pour rendre mieux sensible tout le drame inclus dans l'épisode que j'avais inventé à son usage. Son poète, décidément, me rendait des points pour l'imaginative. Il avait encore monstrueusement magnifié la mienne, aidé de ses rimes flamboyantes, d'adjectifs formidables qui venaient retomber solennels dans l'admiratif et capital silence. Parvenu dans l'essor d'une période, la plus chaleureuse du morceau, s'adressant à la loge où nous étions placés, Branle-d'Or et moi-même, et quelques autres blessés, l'artiste, ses deux bras splendides tendus, sembla s'offrir au plus héroïque d'entre nous. Le poète illustrait pieusement à ce moment-là un fantastique trait de bravoure que je m'étais attribué. Je ne sais plus très bien ce qui se passait, mais ce n'était pas de la piquette. Heureusement, rien n'est incroyable en matière d'héroïsme. Le public devina le sens de l'offrande artistique et la salle entière tournait alors vers nous, hurlante de joie, transportée, trépignante, réclamait le héros. Branle-d'Or accaparait tout le devant de la loge et nous dépassait tous, puisqu'il pouvait nous dissimuler presque complètement derrière ses pansements. Il le faisait exprès, le salaud. Mais deux de nos camarades, eux grimpés sur des chaises derrière lui, se firent quand même admirer par la foule, par-dessus ses épaules et sa tête. On les applaudit à tout rompre. « Mais c'est de moi qu'il s'agit !» ai-je failli crier à ce moment. « De moi seul ?» Je connaissais mon Branle-d'Or, on se serait engueulé devant tout le monde, et peut-être même battu. Finalement, ce fut lui qui gagna la soucoupe. Il s'imposa. Triomphant, il demeura seul, comme il le désirait, pour recueillir l'énorme hommage. Vaincus, il ne nous restait plus qu'à nous ruer, nous, vers les coulisses, ce que nous fîmes. Et là, nous fûmes heureusement refêtés. Consolation. Cependant, notre actrice inspiratrice n'était point seule dans sa loge. À ses côtés se tenait le poète, son poète, notre poète. Il aimait aussi comme elle les jeunes soldats, bien gentiment. Ils me le firent comprendre, artistement, une affaire. On me le répéta, mais je n'en tins aucun compte de leurs gentilles indications. Tant pis pour moi, parce que les choses auraient pu très bien s'arranger. Ils avaient beaucoup d'influence. Je pris congé brusquement, et sottement vexé. J'étais jeune. Récapitulons. Les aviateurs m'avaient ravi Lola, les Argentins pris Musine, et cet harmonieux inverti, enfin, venait de me souffler ma superbe comédienne. Désemparé, je quittai la comédie pendant qu'on éteignait les derniers flambeaux des couloirs, et rejoignis seul, par la nuit, sans tramway, notre hôpital, souricière au fond des boues tenaces et des banlieues insoumises. Sans chiquer, je dois bien convenir que ma tête n'a jamais été très solide. Mais pour un oui, pour un non, à présent, des étourdissements me prenaient, à en passer sous les voitures. Je titubais dans la guerre. En fait d'argent de poche, je ne pouvais compter pendant mon séjour à l'hôpital que sur les quelques francs donnés par ma mère chaque semaine, bien péniblement. Aussi me mis-je, dès que cela me fut possible, à la recherche de petits suppléments, par-ci, par-là, où je pouvais en escompter. L'un de mes anciens patrons, d'abord, me sembla propice à cet égard, et reçut ma visite aussitôt. Il me souvenait, bien opportunément, d'avoir besogné quelque temps obscur chez ce Roger Putat, le bijoutier de la Madeleine, en qualité d'employé supplémentaire, un peu avant la déclaration de la guerre. Mon ouvrage, chez ce dégueulasse bijoutier, consistait en extra, à nettoyer son argenterie du magasin, nombreuse, variée, et pendant les fêtes à cadeaux, à cause des tripotages continuels, d'entretien difficiles. Dès la fermeture de la faculté, où je poursuivais de rigoureuses et interminables études, à cause des examens que je ratais, je rejoignais au galop l'arrière-boutique de M. Putat, et m'escrimais pendant 2 ou 3 heures sur ses chocolatières, au blanc d'Espagne, jusqu'au moment du dîner. Pour prix de mon travail, j'étais nourri, abondamment d'ailleurs, à la cuisine. Mon boulot consistait encore, d'autre part, avant l'heure des cours, à faire promener et pisser les chiens de garde du magasin. Le tout ensemble pour 40 francs par mois. La bijouterie Putat scintillait de 1000 diamants à l'angle de la rue Vignon, et chacun de ces diamants coûtait autant que plusieurs décades de mon salaire. Ils y scintillent d'ailleurs toujours ces joyaux. Versé dans l'auxiliaire à la mobilisation, ce patron Putat se mit à servir particulièrement un ministre, dont il conduisait de temps à autre l'automobile. Mais d'autre part, et cette fois de façon tout à fait officieuse, il se rendait Putat des plus utiles, en fournissant les bijoux du ministère.
Le haut personnel spéculait fort heureusement sur les marchés conclus et à conclure. Plus on avançait dans la guerre, et plus on avait besoin de bijoux. M. Puttat avait même quelquefois de la peine à faire face aux commandes, tellement il en recevait. Quand il était surmené, M. Puttat arrivait à prendre un petit air d'intelligence, à cause de la fatigue qu'il tourmentait, et uniquement dans ces moments-là. Mais reposé, son visage, malgré la finesse incontestable de ses traits, formait une harmonie de placidité sotte dont il est difficile de ne pas garder pour toujours un souvenir désespérant. Sa femme, Madame Puttat, ne faisait qu'un avec la caisse de la maison, qu'elle ne quittait, pour ainsi dire, jamais. On l'avait élevée pour qu'elle devienne la femme d'un bijoutier, ambition de parents. Elle connaissait son devoir, tout son devoir. Le ménage était heureux, en même temps que la caisse était prospère. Ce n'est point qu'elle fût laide, Madame Puttat, non. Elle aurait même pu être assez jolie, comme tant d'autres. Seulement elle était si prudente, si méfiante, qu'elle s'arrêtait au bord de la beauté, comme au bord de la vie, avec ses cheveux un peu trop peignés, son sourire un peu trop facile et soudain, des gestes un peu trop rapides ou un peu trop furtifs. On s'agaçait à démêler ce qu'il y avait de trop calculé dans cet être et les raisons de la gêne qu'on éprouvait en dépit de tout à son approche. Cette répulsion instinctive qu'inspirent les commerçants à ceux qui les approchent et qui savent est une des très rares consolations qu'éprouvent d'être aussi miteux qu'ils le sont ceux qui ne vendent rien à personne. Les soucis étriqués du commerce la possédaient donc tout entière, Madame Puttat, tout comme Madame Hérotte, mais dans un autre genre, et comme Dieu possède ses religieuses, corps et âme. De temps en temps, cependant, elle éprouvait, notre patronne, comme un petit souci de circonstance. Ainsi lui arrivait-il de se laisser aller à penser aux parents de la guerre. Quel malheur, cette guerre, tout de même, pour les gens qui ont de grands enfants. Réfléchis donc avant de parler, la reprenait aussitôt son mari, que ses sensibleries trouvaient, lui, prêt et résolu. Ne faut-il pas que la France soit défendue? Ainsi, bon cœur, mais bon patriote par-dessus tout, stoïque en somme, il s'endormait chaque soir de la guerre au-dessus des millions de leur boutique, fortune française. Dans les bordels qu'il fréquentait de temps en temps, M. Puttat se montrait exigeant et désireux de n'être point pris pour un prodigue. « Je ne suis pas un Anglais, moi, mignonne, » prévenait-il dès l'abord. « Je connais le travail. Je suis un petit soldat français pas pressé. » Telle était sa déclaration préambulaire. Les femmes l'estimaient beaucoup pour cette façon sage de prendre son plaisir. Jouisseur, mais pas dupe, un homme. Il profitait de ce qu'il connaissait son monde pour effectuer quelques transactions de bijoux avec la sous-maîtresse, qui, elle, ne croyait pas au placement en bourse. M. Puttat progressait de façon surprenante au point de vue militaire, de réformes temporaires en sursis définitif. Bientôt, il fut tout à fait libéré, après on ne sait combien de visites médicales opportunes. Il comptait pour l'une des plus hautes joies de son existence la contemplation et, si possible, la palpation de beaux mollets. C'était au moins un plaisir par lequel il dépassait sa femme, elle uniquement vouée au commerce. À qualités égales, on trouve toujours, semble-t-il, un peu plus d'inquiétude chez l'homme que chez la femme, si borné, si croupissant qu'il puisse être. C'était un petit début d'artiste, en somme, ce Puttat. Beaucoup d'hommes, en fait d'art, s'en tiennent toujours comme lui à la manie des beaux mollets. Madame Puttat était bien heureuse de ne pas avoir d'enfant. Elle manifestait si souvent sa satisfaction d'être stérile que son mari, à son tour, finit par communiquer leur contentement à la sous-maîtresse. « Il faut cependant bien que les enfants de quelqu'un y aillent, » répondait celle-ci à son tour, « puisque c'est un devoir. » C'est vrai que la guerre comportait des devoirs. Le ministre que servait Puttat en automobile n'avait pas non plus d'enfants. Les ministres n'ont pas d'enfants. Un autre employé accessoire travaillait en même temps que moi aux petites besognes du magasin vers 1913. C'était Jean Voireuse, un peu figurant pendant la soirée dans les petits théâtres, et l'après-midi, livreur chez Puttat. Il se contentait lui aussi de très minimes appointements, mais il se débrouillait grâce au métro. Il allait presque aussi vite à pied qu'en métro pour faire ses courses. Alors il mettait le prix du billet dans sa poche, tout rabiot. Il sentait un peu des pieds, c'est vrai, et même beaucoup, mais il le savait, et me demandait de l'avertir quand il n'y avait pas de clients au magasin, pour qu'il puisse y pénétrer sans dommage et faire ses comptes en douce avec Madame Puttat. Une fois l'argent encaissé, on le renvoyait instantanément me rejoindre dans l'arrière-boutique. Ses pieds lui servirent encore beaucoup pendant la guerre. Il passait pour l'agent de liaison le plus rapide de son régiment. En convalescence, il vint me voir au fort de Bicêtre,
Et c'est même à l'occasion de cette visite que nous décidâmes d'aller ensemble taper notre ancien patron. Qui fut dit fut fait. Au moment où nous